Bonjour à toutes et à tous et bienvenue une fois de plus sur le plateau de Test Achat pour de nouvelles rencontres avec nos experts pour parler de plein de thématiques différentes. Je vous rappelle encore une fois, qu'est-ce que c'est Test Achat? Qui sont ces gens? Eh bien, c'est une association qui existe depuis les années 50 en Belgique et qui s'attaque à tous les sujets de notre quotidien. Quand je dis s'attaque, c'est faire des tests, observer, analyser, voir si les choix qu'on nous propose, eh bien, ce sont les meilleurs choix qu'on puisse faire. Et ça, c'est vraiment sur toutes les thématiques que vous puissiez imaginer. Alors aujourd'hui, on a de nouveau un programme bien varié. On va commencer avec un gros dossier concernant les compléments alimentaires. On va d'abord commencer par aller explorer les mythes et croyances sur ces fameux compléments. Et puis, on va voir aussi quelles sont les revendications que Test Achat porte auprès de notre gouvernement. On va parler finances avec les 22 milliards du bon d'État. Quelles sont les solutions que Test Achat nous propose pour les réinvestir? On va parler évidemment, et ça c'est la période qui nous y invite, vacances et assurances, parce que c'est pas parce qu'on se détend que tout se passe toujours comme on le souhaite. Et on va terminer en espérant que les beaux jours nous permettent de l'utiliser avec un dossier de comparaison sur les bons barbecues. Voilà, de quoi passer à table. Alors, je vous rappelle que Test Achat, évidemment, ce sont plein de dossiers sur toutes ces thématiques et encore plein d'autres que vous pouvez retrouver sur notre site testachat.be. Que vous soyez abonné ou pas, il y a déjà des choses intéressantes pour vous. Évidemment, si vous êtes abonné, le contenu premium vous permettra d'aller encore plus loin dans l'exploration. Et j'accueille déjà ma première experte autour de la table aujourd'hui. Vous la connaissez déjà, c'est Véronique Demierbe, notre experte alimentation. Bonjour. Bonjour. Alors, avec toi, Véronique, on va parler de ces fameux compléments alimentaires. On peut vraiment dire qu'il y a à boire et à manger. Il y a du pire comme du meilleur. On va tenter d'aller débunker un petit peu les mythes qui entourent ces fameux compléments alimentaires. Et on va commencer en parlant de l'efficacité de ces compléments. Parce que, selon vous, cher public, les fabricants, est-ce que vous pensez qu'ils doivent prouver l'efficacité des compléments alimentaires avant qu'ils ne soient mis en vente? Qu'est-ce que vous en pensez? On a fait une enquête, figurez-vous, qui reprend un échantillon représentatif de plus de 900 répondants. Et maintenant, on sait que 44% des Belges considèrent que les compléments alimentaires sont forcément efficaces puisqu'ils sont sur le marché. 66% des consommateurs de compléments sont persuadés qu'ils sont donc forcément efficaces. Et quand on se tourne vers les personnes qui ne consomment pas de compléments alimentaires, là on voit que seulement 19% considèrent que ces compléments alimentaires sont d'office efficaces. Et je propose qu'on commence par découvrir un petit micro-trottoir qu'on a fait pour vous en vidéo. Les compléments alimentaires sont toujours efficaces? Pas toujours. Bon, les vitamines sont toujours efficaces en soi et tout, mais comme je dis, ça dépend de la façon que tu la consommes et tout, et après, il faut voir. Les compléments alimentaires sont toujours efficaces? Non. Alors, Véronique, qu'est-ce que ce micro-trottoir t'inspire? Qu'est-ce que tu as déjà envie de dire comme réaction à ce qu'on a entendu? Oui, en fait, contrairement aux médicaments classiques, les fabricants des compléments alimentaires ne doivent pas prouver que leur produit est efficace avant d'être mis sur le marché. D'accord, donc ils peuvent vendre de la craie, que ce ne serait pas un problème. En fait, seuls les produits qui ont une allégation de santé qui est autorisée par la Commission européenne doivent répondre à certaines conditions pour pouvoir vanter les bienfaits de leurs produits sur l'emballage ou sur le site internet, par exemple. Mais il faut savoir qu'à l'heure actuelle, en fait, plus de 2000 allégations de santé sont actuellement en attente d'évaluation de la Commission européenne. Donc c'est quand même beaucoup. Oui. Ça concerne principalement les compléments alimentaires à base de plantes. Et le problème, surtout pour le consommateur ici, c'est qu'en fait, en attendant qu'il y ait une évaluation, les fabricants peuvent indiquer l'allégation en attente sur l'emballage. Je fais une toute petite parenthèse pour ceux et celles qui l'ignorent. Une allégation de santé ici, oui. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est l'argument de vente? C'est la publicité? Oui, c'est en fait la petite phrase qui est indiquée sur quasiment toutes les boîtes de compléments alimentaires où on peut lire par exemple la vitamine C contribue au soutien de l'immunité, de la fonction immunitaire. Voilà, ça c'est une allégation de santé classique. Okay. Et le problème avec ces allégations de santé en attente, donc, dont on parlait, c'est que certains fabricants n'hésitent pas aussi à ajouter des ingrédients qui peuvent bénéficier d'une allégation en attente dans leurs produits pour contourner les règles de publicité. Oui, donc comme ça, ils peuvent se permettre de faire une référence, de mettre la petite phrase parce qu'elle ne concerne que cet ingrédient-là, mais pas le restant. Mais qui n'a pas encore été scientifiquement prouvé non plus.
Bon, alors selon votre étude statistique, 91% des Belges considèrent que ces allégations ne sont pas fondées scientifiquement. 89% des consommateurs de compléments alimentaires considèrent que ces allégations ne sont pas fondées. Donc, c'est quand même... heureusement, visiblement, les consommateurs sont quand même assez perplexes. Ils prennent quand même le temps de se poser des questions. Ouais. Est-ce que tu peux donner des exemples par rapport... Tu parlais des règles de publicité qui permettent d'utiliser certaines de ces allégations par rapport à certains produits? Oui, bien sûr. Donc ici, par exemple, il y a un produit qui s'appelle Akkermansia, qui en fait est un complément alimentaire qui contient une bactérie qui est censée favoriser la perte de poids. Alors ça fait rêver, hein. Le problème, c'est que le fabricant ne peut pas écrire ça tel quel. Pourquoi ? Parce que cette allégation, ce lien entre la bactérie et la perte de poids n'a pas été approuvé par la commission. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire, le fabricant ? Du coup, il va rajouter du thé vert. Oui, parce que qui, le thé lui, vert, est en attente, justement, de validation, ou en tout cas d'évaluation. Et donc, du coup, ainsi, il pourra noter sur son produit que ça favorise la perte de poids. J'ai aussi un autre exemple d'un produit qui est assez connu, ici. Donc, dessus, on voit bien maintien du confort urinaire. Alors, un consommateur normal va se dire tiens, c'est lié à la présence de canneberge dans le produit, parce que souvent, les gens pensent que la canneberge, c'est bon pour les voies urinaires. Sauf qu'en fait, légalement, le fabricant ne peut pas l'affirmer tel quel, parce que ça n'a pas été approuvé. D'accord. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va rajouter une plante qui, elle, est toujours en attente d'approbation ou de non-approbation, qui est la verge d'or, qui est réputée aussi pour être bonne pour les voies urinaires, sauf qu'en fait, ce n'est pas encore prouvé, ou ce n'est pas prouvé scientifiquement. Donc, ce n'est pas encore prouvé qu'elle le soit, ni qu'elle ne le soit pas. Exactement. Avec un peu de chance, elle le sera. Mais en attendant, le fabricant peut le noter sur l'emballage. Donc, c'est un peu une façon détournée de tromper le consommateur, en fait, tout simplement. C'est compliqué de trouver son chemin là-dedans, hein. Oui. Alors, maintenant, on voit qu'effectivement, il ne faut pas se contenter de ce qui est écrit sur les boîtes. Parlons un peu sécurité. Est-ce qu'ils sont toujours sûrs ? Parce que, d'accord, s'ils ne sont peut-être pas super efficaces, mais est-ce qu'ils sont sûrs ? Est-ce qu'ils pourraient être dangereux pour la santé ? Selon la dernière étude de Testachat, on a découvert que 29% des Belges considèrent que les compléments alimentaires sont sans danger. Seulement 40% des Belges qui considèrent les compléments alimentaires les considèrent sans danger. Donc ça fait, même ceux qui en prennent sont pas sûrs que ce soit sans danger. On va découvrir une petite vidéo, un nouveau micro-trottoir sur le thème sécurité. Les compléments alimentaires sont sans danger. Je pense que oui. D'accord. D'accord. Pourquoi pas, sauf si ça coûte quand même un certain prix, je pense. Pas nécessairement. Pas très d'accord parce que je pense qu'il y avait une amie qui en prenait. Il y a eu certaines, du moins répercussions, certains, trucs qui sont passés, des effets secondaires, ouais. Alors, qu'est-ce que tu as envie de dire en réaction à ce deuxième micro-trottoir ? Oui, donc effectivement, il y a quand même beaucoup de personnes qui pensent que les compléments alimentaires sont inoffensifs, que ce soit parce que ils prétendent être naturels ou ils contiennent des plantes, et donc souvent on associe ça un peu à quelque chose de bienfaiteur, on va dire. Et donc, mais en fait, la réalité, elle est tout autre. Donc, il faut savoir que pour être mis sur le marché, les fabricants doivent introduire un dossier de notification auprès des autorités publiques. Dans ce dossier, il doit y avoir la liste des ingrédients, l'analyse nutritionnelle, des données sur la présence et la non-toxicité des substances actives, et aussi l'étiquetage du produit. Sauf qu'en fait, toutes ces données par rapport à la toxicité du produit concernent, donc les études scientifiques concernent une seule substance. Mais rarement plusieurs substances. Ajoutées, voilà. Et donc souvent, on a des produits qui contiennent plusieurs plantes, mais en fait, il n'y a pas d'évaluation sur le produit final. D'accord. Donc la combinaison des plantes peut faire que ça devient toxique. Il peut y avoir des interactions et ça peut aller contre la sécurité de la santé des consommateurs. Oui. Alors je ferai juste la petite parenthèse. Beaucoup, effectivement, de personnes pensent que parce qu'il y a des plantes, c'est sans danger. Il ne faut pas oublier que beaucoup de poisons sont dérivés des plantes. Donc, c'est une croyance qu'on doit un peu sortir de la tête. Mais est-ce qu'il y a d'autres manières via lesquelles les compléments alimentaires peuvent affecter la santé des consommateurs ? Oui. Par exemple, déjà rien que... On retrouve dans le marché des produits à base de millepertuis. Alors, il faut savoir que le millepertuis, par exemple, entraîne des interactions avec les médicaments. Ce n'est pas la seule plante qui le fait, mais c'est un des exemples. Et donc, elle va
affecter l'efficacité de différents médicaments comme les anticoagulants, les anticancéreux, les antibiotiques, mais aussi la pilule contraceptive. Ah oui. Et donc on a fait une enquête mystère qui a montré justement que les consommateurs n'étaient pas suffisamment informés de ces interactions, que ce soit sur l'emballage, que ce soit sur les sites web, mais aussi lors de leurs achats dans les magasins de diététique ou les herboristeries ou drogueries. D'accord. Heureusement, dans les pharmacies, les conseils étaient quand même donnés. D'accord. Donc là, il y a vraiment cette chose-là à laquelle il faut vraiment être attentif. Et il y a aussi un autre souci par rapport à la prise des compléments alimentaires, c'est par rapport aux personnes qui ont des problèmes de santé. Donc les compléments alimentaires ne sont pas adaptés à tout le monde. Quelqu'un qui a des problèmes au foie, au rein ou à la thyroïde, il est quand même déconseillé d'en prendre, surtout sans avis médical. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la prise des compléments alimentaires il y a un risque d'une mauvaise élimination ou d'une mauvaise métabolisation de ces compléments alimentaires. Et donc, ça peut entraîner des effets toxiques ou des interactions avec la prise de certains traitements en cours. Par exemple, un insuffisant rénal qui va prendre une multivitamine où il y a du potassium, il y a un risque d'hyperkaliémie. Pourquoi ? Parce qu'une personne normale va éliminer le potassium par les urines, mais un insuffisant rénal, pas. Et donc, le risque, c'est une arythmie cardiaque, mais dans le pire des cas, un arrêt cardiaque. Oui. Donc voilà, Oui, donc ces personnes doivent... Oui, donc dès le moment où vous êtes malade ou vous avez des traitements médicamenteux, il faut être vigilant et aller voir son médecin ou un professionnel de la santé en tout cas. Et espérer qu'il soit bien affûté sur les sujets des compléments alimentaires. Oui. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, on était encore en train de parler des manières à laquelle les compléments alimentaires peuvent affecter la santé de ceux qui les utilisent. Oui, tout à fait. Et donc, il y a aussi une troisième façon qui pourrait affecter la santé des consommateurs, c'est la surconsommation des compléments alimentaires. Alors, comment c'est possible ? Simple exemple, vous avez un enfant, vous lui donnez de la vitamine D, parce que c'est recommandé dans notre pays d'en donner, mais à côté de ça, en hiver, vous donnez des multivitamines. Sauf qu'en fait, dans la multivitamine, souvent, il y a de la vitamine D. Et donc, si vous ne faites pas attention, il y a un risque de surdosage. Et le risque de surdosage pour un enfant, c'est un arrêt de croissance. Ah oui. Donc, c'est quand même pas rien. Non, c'est des choses importantes, effectivement. On retrouve aussi dans le commerce des produits qui se présentent comme ceci. Donc, en fait, c'est des multivitamines, mais sous forme de gummies, donc des bonbons, en fait, multivitaminés. En France, il y a quand même eu des cas de surdosage liés à ça, qui ont été signalés aux autorités. Donc, ce n'est pas anodin non plus. Parce que c'est considéré comme un bonbon et que les enfants en ont pris plus que nécessaire. On peut avoir aussi des produits qui sont vendus dans des grands conditionnements, comme celui-ci. Donc ça, c'est de la vitamine D, ce classique, c'est en vente libre. Effectivement. Plein de gens en prennent. Sauf qu'en fait, il faut savoir qu'une gélule de ce produit contient 5 fois nos besoins en vitamine D et une boîte correspond à 2 mois. Donc pour quelqu'un qui n'a pas de carence en vitamine D, ça n'a aucun sens d'en prendre. Et enfin, on retrouve aussi sur le marché des produits qui sont enrichis avec des vitamines et des minéraux, mais à des doses quand même assez élevées. Donc c'est autorisé légalement, sauf qu'on se retrouve avec des produits qui sont surdosés déjà de base. Par exemple, ici, on peut voir 800 microgrammes de vitamine A. Une femme normale, adulte, a besoin de 650 microgrammes. Donc déjà, rien qu'avec une gélule, on dépasse les recommandations journalières, en sachant qu'en plus, on en mange de la vitamine A tous les jours, parce que les sources sont quand même il y en a dans nos aliments déjà partout. Voilà. Et les effets secondaires d'une surconsommation de vitamine A, dans un premier temps, c'est perte de cheveux, fatigue, maux de tête, donc des choses classiques pour lesquelles on pourrait se dire justement que je vais prendre des compléments alimentaires. Mais dans les pires des cas, par exemple en début de grossesse, ça peut entraîner une malformation de l'embryon. Ou quelqu'un qui fume et qui prend des suppléments en vitamine A augmente son risque de développer certains cancers. Oui, donc il faut être donc il vaut mieux manger sainement et équilibré. On revient toujours à ça. Oui, j'allais dire, c'est vraiment une réponse c'est ma phrase partout. Oui, phrase clé. Tu vas pouvoir te la tatouer sur les avant-bras. Voilà. Quand on te pose la question, voilà. Bien, alors est-ce qu'on a fini sur le chapitre sécurité ? Oui. Alors je propose qu'on passe à une troisième partie, on va parler contrôle, et pendant la vidéo on ramassera tes copies. Est-ce que les compléments alimentaires sont contrôlés par les autorités de santé publique avant d'être mis sur le marché ? Qu'en pensent les citoyens et les citoyennes qu'on a rencontrés lors de ce micro-trottoir ? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite.
les compléments alimentaires sont toujours contrôlés par les autorités de santé publique avant leur mise en vente? J'espère, mais je pense pas non plus, honnêtement. Je sais pas. J'ai aucune idée. Mais... J'espère. Bah ouais, j'espère aussi. Là, je pense quand même. Là, je pense. Oui, vous pensez? Ouais, là, je pense. Non, c'est pas vrai, je pense que non. Je pense pas, non. Pas toujours. Alors, dernier micro-trottoir, qu'est-ce que tu as envie de répondre à ces hommes, ces femmes auxquels on a posé cette question? Alors oui, il y a bien un contrôle qui est fait, mais il est insuffisant. C'est-à-dire que, par exemple, au niveau de la qualité et de la sécurité des produits, c'est nettement moins contrôlé que des médicaments. Un fabricant de médicaments à base de plantes doit vraiment suivre des règles strictes qui sont établies par l'EMA, qui est l'Agence européenne des médicaments. Un des critères, c'est par exemple la concentration du principe actif de son produit doit être le même pour chaque lot et aussi le même que ce qui est indiqué sur la boîte. Idéalement, ça semble logique. Voilà, sauf que pour les compléments alimentaires, non. Et donc on se retrouve, on a analysé des produits et on a découvert qu'il y avait des concentrations qui n'étaient pas du tout les mêmes que ce qui était indiqué sur l'emballage. C'est le cas notamment de... Attends, je peux te les passer? Celui-ci, par exemple, où en fait, le laboratoire a découvert que donc, sur l'emballage, il y a écrit 36 mg de PAC, qui sont les pro-anthocyanes, et le laboratoire a découvert qu'il n'y en avait même pas la moitié. Ah, bien. Donc, voilà. En termes de sécurité aussi pour le consommateur, il faut savoir que les médicaments, pour les médicaments, il y a un système de pharmacovigilance qui existe depuis des années et qui permet en fait aux professionnels de la santé, mais aussi aux consommateurs, aux citoyens, de signaler des effets secondaires liés à des médicaments. Donc c'est très important, bien sûr, pour tout le monde. Pour les compléments alimentaires, c'est assez récent, mais il y a un système de nutri-vigilance qui est paru, qui est tout nouveau. C'est vraiment une bonne chose que ce soit apparu dans le pays, parce que ça existe déjà depuis des années dans d'autres pays voisins. Maintenant, on espère quand même qu'il y ait suffisamment de campagnes auprès des professionnels de la santé, mais aussi auprès des consommateurs, que ce soit maintenant et aussi à l'avenir, pour pousser les gens pour les sensibiliser en fait à compléter ce système. C'était ce système. Donc ce que je t'ai dit en coulisses avant qu'on arrive, que quand je prends de la vitamine C, je deviens agressive. Il faut le notifier. Je devrais le notifier, voilà, d'accord. Tout à fait. Ne me donnez pas la vitamine C, je me transforme en gremlin, c'est vrai. Et c'est vraiment utile parce que, par exemple, aux Pays-Bas, donc récemment, leur système de nutri-vigilance a détecté qu'un produit à base d'ashwagandha, qui est une plante, était en fait causait des problèmes au foie, des graves problèmes au foie, donc des hépatites. Ah oui. Donc voilà. Un produit en particulier utile. Ou cette molécule-là Un produit en particulier. D'accord. Eh bien. Et aussi au niveau il y a un problème de contrôle, selon nous, au niveau des allégations de santé qui figurent sur les emballages, mais aussi sur les sites web. Rien que récemment, pour un produit, donc ici, Zafranax, on a découvert sur leur site web, mais aussi dans leurs notices, 5 allégations qui n'étaient pas autorisées. Ah. 5, c'est beaucoup. Oui, c'est quand même pas mal, hein. Pourtant, il a été contrôlé par les autorités publiques. Donc, oui. Et celui-là, il est conseillé par les pharmaciens. Il nous reste une boîte dont tu n'as pas encore parlé. Qu'est-ce qu'on... Ça fait partie de ceux dans lesquels il n'y avait pas suffisamment de... Enfin, où la concentration analysée n'était pas la même que la concentration présente sur la boîte. Donc, in fine, la conclusion, si on peut en faire une, c'est soyons vigilants. Privilégions autant que possible une alimentation équilibrée avant de se rabattre sur les compléments alimentaires, et surtout n'allons pas commencer à faire nous-mêmes nos combinaisons et nos cocktails en fonction il vaut mieux consulter un professionnel de la santé, un médecin, ou aller voir un pharmacien, au moins un pharmacien, pour s'assurer qu'on ne prend pas n'importe quoi, ou qu'on ne fait pas surtout des mélanges qui peuvent être dangereux en fait. Bien sûr, c'est toujours la bonne chose. Alors, quand je disais qu'il était conseillé par les pharmaciens, je voudrais pas avoir un problème avec l'ordre des pharmaciens. Il m'a été conseillé un jour par un pharmacien. Maintenant, peut-être qu'il ne le ferait plus aujourd'hui. Je sais qu'il faut être attentif à ce qu'on dit pour ne pas poser de problème. Voilà. Alors, merci beaucoup Véronique. Merci à toi. Et j'espère à très bientôt. Là, c'était vraiment un dossier bien dense avec beaucoup d'informations. Évidemment, plus d'infos, plus de détails, tout ça vous retrouverez toujours sur le site de Testachat. N'hésitez pas à y faire un petit tour. Et puis, à très très bientôt. On va rester avec la thématique des compléments alimentaires. Et c'est maintenant Julie Frère que j'invite à me rejoindre. Julie, qui est donc
le visage de Testachat pour tout ce qui est communication. Bonjour Julie. Bonjour Stéphanie. Bienvenue. Alors, tu as vu, on a laissé la déco pour toi. Très bien. Histoire qu'on reste bien dans le thème et si jamais tu avais envie d'ajouter quelque chose. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quelles sont les revendications de Testachat auprès des autorités par rapport à ces compléments alimentaires. En fait, globalement, je vais résumer en un mot, on voudrait plus de clarté. Je pense qu'on a très bien vu aujourd'hui que la situation n'est pas claire, que les gens pensent toujours que les compléments alimentaires sont sans danger. On a vu que c'est 40% des personnes qui consomment des compléments alimentaires qui les jugent toujours sans danger, alors qu'on sait qu'ils peuvent avoir des interactions avec des médicaments, qu'ils peuvent mener à des surdosages, etc. Donc, il faut de la clarté par rapport à l'aspect sécurité, il faut de la clarté par rapport à l'aspect efficacité. On sait aussi aujourd'hui qu'il n'y a rien qui oblige un fabricant vraiment à prouver que la substance active qui est présente dans le produit est suffisante en fait pour être efficace. Donc c'est quand même interpellant. Oui. Et d'autre part, on a aussi vu que les allégations de santé qui se trouvent sur les emballages ne sont pas toujours fiables, et en particulier pour que les compléments alimentaires à base de plantes, parce qu'aujourd'hui, il y a plus de 2000 allégations qui sont en attente d'évaluation par l'Autorité européenne de la sécurité alimentaire. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, en Belgique, on peut utiliser ces allégations sur les produits, alors qu'on n'a pas du tout de certitude qu'elles soient scientifiquement fondées. Pour nous, ça aussi, évidemment, ça doit changer. Donc, vraiment, plus de clarté par rapport au marché tel qu'il se trouve aujourd'hui. Et vous demandez aussi une meilleure définition des compléments alimentaires ? Oui, parce qu'initialement, on le sait, les compléments alimentaires, ça sert à compléter l'alimentation. On essaie de maintenir un certain niveau de nutriments, on essaie de combler des carences. On sait que pour la majorité de la population, si on mange bien et équilibré, c'est pas nécessaire, en dehors de certains cas spécifiques. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on nous vend des compléments alimentaires pour à peu près tout et n'importe quoi, des beaux cheveux, des beaux ongles, un bon sommeil, des muscles en pleine forme. Enfin, c'est vraiment devenu la pilule magique. Et c'est vrai que ça sème de la confusion dans le chef des consommateurs. Donc, il faut redéfinir qu'est-ce que c'est exactement un complément alimentaire et nettoyer un petit peu le marché pour voir ce qui rentre dans cette définition et ce qui ne rentre pas dans cette définition. Et pour nous, les compléments alimentaires à base de plantes ne rentrent pas dans cette définition et devraient appartenir à la catégorie des médicaments traditionnels à base de plantes. Qu'est-ce que ça implique concrètement d'appartenir à cette catégorie ? Ça implique des exigences plus importantes en termes de sécurité, de preuve de la sécurité, de preuve de l'efficacité. Ça implique également une notice obligatoire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour tous les compléments. Et ça implique aussi que leur vente doit être réservée aux pharmacies. Et on a vu de nos enquêtes que lorsqu'on achète des compléments alimentaires en pharmacie, on est beaucoup mieux informé que quand on va les acheter dans un supermarché, par exemple. Bien sûr. Alors, vous demandez aussi plus de contrôle ? On demande plus de contrôle. Pourquoi est-ce qu'on demande plus de contrôle ? Parce qu'on a vu qu'il y a des problèmes en termes d'allégations sur les emballages. On a encore récemment relevé 5 allégations illégales sur un complément alimentaire très répandu, très connu. Donc, on constate effectivement que les autorités ne contrôlent pas suffisamment les allégations, mais les autorités ne contrôlent pas non plus suffisamment le contenu. On a encore tout récemment vu qu'il y avait une très très grande différence entre la substance active qui était indiquée sur l'emballage et la substance active qu'on a mesurée en laboratoire. Et je ne vous parle même pas de tous les compléments alimentaires qu'on a achetés en ligne. Certains n'avaient même pas de substance active, d'autres avaient des substances illégales. Bref, il manque vraiment de contrôle de qualité aujourd'hui. Et il manque aussi alors un encadrement clair de ces allégations de santé. On voit que les consommateurs ne sont pas tout à fait dupes. Notre sondage montre que seuls 9% des consommateurs pensent que ces allégations sont scientifiquement fondées. Mais pour nous, aujourd'hui, c'est tout à fait inacceptable de pouvoir utiliser des allégations qui n'ont pas été validées d'un point de vue scientifique sur des compléments alimentaires qu'on vend au grand public. Et pourquoi est-ce que ces allégations sont bloquées ? Parce qu'en fait, les premières évaluations qui avaient été faites par l'autorité européenne revenaient négatives. Oui. Et l'industrie s'est dit, on va arrêter ce processus, on va essayer d'assouplir un petit peu les critères d'évaluation. Et ça fait 15 ans que ce processus est bloqué. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas garantir que l'information qui est donnée aux consommateurs est fiable et scientifiquement vérifiée. Et donc nous demandons que dans l'attente de la validation de ces allégations d'un point de vue scientifique,
on ne puisse tout simplement pas les utiliser sur l'emballage. Donc c'est tout un programme de contrôle, de recadrage et d'information. Exactement. Si jamais vous voyez cette séquence-ci en rediffusion, en pièces détachées, j'ai envie de dire, je vous invite à aller sur les réseaux sociaux, sur nos différents canaux de distribution, et évidemment sur le site de Testachat aussi, pour voir l'autre capsule de Véronique Demierre que nous avons fait sur ces fameux compléments alimentaires. Alors maintenant, si vous voyez l'émission en entier, vous venez de la voir et donc vous savez tout à fait de quoi on parle. Merci beaucoup, Julie. Avec plaisir, et à très bientôt pour une autre enquête ou une autre action ou une autre communication. Avec plaisir. Alors, on quitte le sujet des compléments alimentaires. Nous allons maintenant aborder un sujet investissement avec notre expert investissement. C'est Nicolas Claes qui me rejoint autour de la table. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors, on commence petit à petit pour les fidèles qui suivent toutes tes capsules avec attention, qui prennent des notes. On commence tout doucement à voir les centimes qui s'accumulent. Ici, avec toi, on va parler des 22 milliards du bon d'État. Les solutions que propose Testachat, les solutions que tu proposes pour les réinvestir. Alors, on en a beaucoup parlé dans la presse, de ces bons d'État. Mais pourquoi est-ce qu'on en parle ? Et peut-être même... Je vais prendre une question qui nous ramène encore plus en arrière. Qu'est-ce que c'est ? Alors, qu'est-ce que c'est un bon d'État, effectivement ? Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas ce produit, même s'il a eu beaucoup de succès l'année passée, on y reviendra. Alors, l'État, pour fonctionner, a besoin d'argent, de beaucoup d'argent, pour construire les routes, les autoroutes, financer les hôpitaux, payer les fonctionnaires, enfin, assurer tous les services publics. Cet argent, il le perçoit via les impôts, que tout le monde paie, ou que beaucoup de gens paient en tout cas. Et comme ce n'est pas suffisant, il a besoin aussi d'emprunter de l'argent pour pouvoir continuer de fonctionner. Alors, donc, il emprunte de l'argent auprès des marchés. Donc, les marchés, ce sont les banques, les assureurs, les grands fonds de placement. Et puis, de temps en temps, il s'adresse aussi aux particuliers, aux Belges, et il leur dit, voilà, je vous propose de vous emprunter de l'argent. Et je vous offre 2 garanties. La première, c'est que je vais rembourser cet argent. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 8 ans. La deuxième, c'est que je vous offre un taux d'intérêt qui sera fixe pendant toute la durée du placement. Et donc, ça revient en quelque sorte, donc on prête son argent à l'État et au bout d'1 an, 3 ans, on récupère cet argent plus un intérêt. Et c'est ça l'intérêt en fait du bon d'État. Et ce qui a bien fonctionné d'ailleurs l'année passée, puisqu'en septembre de l'année passée, donc les taux avaient augmenté et l'État est arrivé avec un bon qui proposait un peu plus de 2,8% net. Les gens n'étaient plus habitués à ce taux-là parce que leur compte d'épargne offre à peu près 0. Ou un peu plus que 0, et donc ça a très bien marché, et il y a eu 22 milliards qui ont atterri dans ce bon d'État, et ces 22 milliards vont arriver à échéance début septembre. D'accord. Et donc la question c'est évidemment où va aller cet argent, et qu'est-ce que les gens vont en faire ? Ça c'est la grande inconnue aujourd'hui. D'accord. Bon, et... Où va donc aller cet argent ? C'est ma question suivante. En fait, je te laisse continuer. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces 22 milliards ? Alors, ces 22 milliards donc, ils vont être libérés début septembre. Alors, l'État va en faire un maximum pour pouvoir retenir ces 22 milliards, parce qu'il a toujours besoin d'argent pour fonctionner. Et il promet donc déjà, début septembre, un nouveau bon d'État d'une durée de 1 an, voire d'autres durées. Ça n'a pas encore été défini. On ne connaît pas encore le taux. Ce qu'on sait, c'est que l'État va faciliter le réinvestissement de ces 22 milliards. Il faut savoir qu'il y a une grande partie qui a été souscrite via les banques, puisque les banques proposent ces bons d'État. Vous allez en agence ou sur leur site internet et ils disent, voilà, je veux investir dans le bon d'État. C'est fait, ça c'est facile, mais on peut le faire aussi directement auprès de l'agence de la dette, donc c'est le Trésor public, sur le site internet. Et là, donc vous êtes en contact direct avec l'administration, et donc c'est ce contact direct avec l'administration qui va être facilité. En gros, il suffira d'appuyer sur un bouton pour réinvestir son argent. Le but vraiment, c'est de retenir le maximum de ces 22 milliards. Ok, et les banques, alors elles vont faire quoi maintenant, en septembre ? Alors, les banques, elles vont réagir. Elles ont déjà commencé à réagir parce que c'est vrai que ces 22 milliards qui ont été retirés finalement des comptes en banque, ça les a pas fait vaciller, mais disons que ça les a titillés. Oui. Et aujourd'hui, donc elles veulent tout faire, ce qui est en leur moyen, pour récupérer cet argent. Alors, elles ont déjà commencé, je disais, en proposant des produits, des pas, donc similaires au bon d'État. On appelle ça des comptes à terme, voire des bons de caisse. Alors, le bon de caisse, pour la petite histoire, c'était dans les années 80, 90 ou même avant. C'était c'était un titre qu'on pouvait obtenir sous forme papier et qu'on pouvait avoir, même détenir chez soi et transmettre de façon très
discrète à ses héritiers. Aujourd'hui, c'est plus possible, mais pour beaucoup de personnes, sans doute un peu plus âgées, le terme bon de caisse résonne encore. Et donc, les banques reproposent ces bons de caisse avec des conditions similaires à celles des bons d'État. Et on peut espérer, en fait, un taux qui sera un peu plus faible que l'année passée, mais on peut espérer aux alentours de 2% net pour une durée de 1 an. Mais ceci dit, voilà, ça c'est l'effort que sont prêtes à faire les banques, mais il y a pourtant moyen d'obtenir mieux ailleurs. Ah, s'il y a moyen d'obtenir mieux ailleurs, eh bien, où peut-on obtenir mieux et qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour replacer de manière plus intéressante ces sous? La grande erreur, ce serait de simplement récupérer l'argent et de le remettre sur son compte d'épargne, puisqu'il faut savoir que dans les grandes banques, sur leurs principaux comptes, donc là il y a encore 60 à 70% de l'épargne des Belges, le taux, aujourd'hui, il est aux alentours de 1%. C'est très faible, c'est inférieur à l'inflation, donc c'est-à-dire qu'on s'appauvrit quand on laisse son argent sur ses comptes d'épargne. Oui. Ceci dit, il y a des plus petites banques en ligne qui proposent des taux beaucoup plus intéressants, qui vont jusqu'à 3 fois plus élevés, et donc on peut obtenir jusqu'à 3% net auprès de ces petites banques en ligne. Donc ça vaut la peine déjà de réfléchir en se disant, tiens, mais même au-delà de ce que j'ai investi l'année passée dans le bon d'État, si j'ai investi dans le bon d'État, j'ai sans doute encore de l'épargne sur mon compte d'épargne aujourd'hui dans ma grande banque, et je pourrais le transférer facilement vers ces comptes d'épargne plus généreux. Alors, le taux n'est pas garanti, c'est-à-dire qu'il peut bouger à tout moment, mais 3%, la marge est quand même assez élevée, même si ça baisse un petit peu, ça restera plus intéressant que le %. Oui, d'accord. Et alors on reçoit combien, in fine? Jusqu'à 3%. La condition pour avoir ces 3%, c'est qu'il faut laisser l'argent en compte pendant 1 an. Ok. Alors il y a une autre solution pour celui qui ne voudrait pas ouvrir forcément un compte dans une autre banque. Ce sont les obligations d'État aussi, donc émises par les États. Mais ça peut être la Belgique ou voire l'Allemagne, l'Autriche, le Luxembourg, la France, et qu'on peut acheter sur ce qu'on appelle le marché secondaire. Donc ce sont des obligations qui ont été émises dans le passé, mais qu'on peut négocier en bourse. Alors c'est un peu plus compliqué parce que d'abord il faut trouver ces obligations. Ensuite, il faut calculer leur rendement. C'est pas facile. Enfin, tout le monde n'a pas fait des études en finance pour calculer un rendement. Et voilà. Donc, c'est une information qui est pas facile à trouver. Il y a des taxes à payer. C'est pour ça que on a fait un dossier ce mois-ci dans le numéro de Test Achat Invest. Pour aider justement nos lecteurs, en l'occurrence, à trouver ces obligations. Et donc, on est allé voir un courtier spécialisé en obligations et on lui a dit, voilà, est-ce que vous pouvez nous donner quelques obligations qui sont intéressantes actuellement? Et en fait, il y a un type d'obligation qui est particulièrement intéressant, ce sont les obligations qu'on appelle à coupon zéro. Alors pourquoi acheter une obligation qui n'offre pas de revenus? Parce que le coupon, c'est ce qu'on reçoit chaque année. Elle n'offre pas de revenus simplement parce que ces obligations, aujourd'hui, comme elles n'offrent pas de revenus, elles sont confrontées à d'autres obligations qui, elles, offrent plus aujourd'hui, puisque les taux ont monté. Et donc, pour pouvoir se vendre, elles doivent diminuer leur prix. Donc, on les achète moins cher que le prix qui sera remboursé à l'échéance. Donc, si par exemple, on est certain de recevoir 100 dans 1 an, aujourd'hui on les achète que 96. Et la différence, en fait, c'est ce qui remplace le coupon, c'est la plus-value, et ça fait office de coupon en quelque sorte. Le gros avantage, c'est que le coupon, quand on le reçoit, il est taxé à 30%. La plus-value, elle n'est pas taxée. Et donc ça revient à ce que le rendement brut annoncé, c'est finalement du rendement net qu'on reçoit. Le brut égale le net. Et avec ça, on peut espérer aujourd'hui, donc on a trouvé 2 obligations, une à 1 an et une à 3 ans, qui offrent aussi un peu moins de 3% net. Donc c'est très intéressant. Et en plus, on a négocié un peu plus. On a négocié la gratuité des frais pour tout le monde. Donc pour tous ceux qui vont chez ce courtier en ligne, c'est Goldwasser Exchange. Il ne paie pas de frais pour ces 2 obligations, pas de frais d'entrée, pas de frais de garde. Et donc vraiment là, il n'y a rien, on ne lâche rien, c'est vraiment le brut, c'est du net. D'accord, ok. Bon, j'imagine que toutes ces informations, tous ces chiffres, tous ces tableaux sont repris au même endroit. Oui, donc c'est sur le dossier dans le mensuel de Test Achat Invest et sur le site aussi testachat.be/invest. D'accord, donc rendez-vous là, parce que là, effectivement, il y a beaucoup de chiffres qui ont été oui, beaucoup de chiffres, beaucoup de comparaisons, beaucoup de produits voilà, beaucoup de produits différents. Et j'imagine que ceux qui n'ont pas souscrit, là c'est une question qui n'était pas dans ma liste, ceux qui n'avaient pas souscrit au bon d'État, ils peuvent encore le faire? Alors, c'est tous les 3 mois, on peut le faire tous les 3 mois. Donc, il y a une campagne qui a été lancée en juin, qui s'est terminée il y a quelques semaines. Et la prochaine campagne, donc c'est début septembre. Et là, ce sera l'instant vérité, puisque ce sont les 22 milliards qui vont peut-être être réinvestis ou pas. Dans
dans les nouveaux bons d'État. Mystère, nous suivrons ces informations avec beaucoup d'intérêt et à mon avis, mon petit doigt me dit que tu reviendras pour qu'on en parle en septembre. Sans doute, il y a encore des choses à dire. Il y a des chances. Merci beaucoup Nicolas. Merci. À très bientôt. Au revoir. Alors, nous allons maintenant accueillir notre coordinatrice service financier, France Kowalski, qui va venir nous parler vacances, mais vacances et assurances, puisqu'effectivement, on sait bien, les vacances ne se passent pas toujours comme on les a rêvées. Bonjour France. Bonjour Stéphanie. Alors on va prendre 2 minutes pour un tout petit peu réorienter le micro. Je pense que si on le tourne un peu comme ça, il sera à la bonne hauteur. Est-ce qu'on peut me confirmer en régie, on me met un pouce levé, tout va bien, c'est donc parfait. Alors, dis-nous un peu France, quelles sont les assurances qui pourraient nous être utiles en vacances? Là, c'est vraiment une question vaste. C'est une question très vaste. Alors, il y a d'une part les assurances voyage, on appelle ça assurance voyage, et ça couvre 3 types d'assurances. Il y a l'assurance assistance voyage, l'assurance annulation et l'assurance bagage. Mais à côté de ces assurances spécifiques, il y a aussi beaucoup d'autres assurances auxquelles on ne pense peut-être pas spontanément quand on pense aux vacances, aux voyages. Et ce sont souvent des assurances qu'on a déjà. Et donc, c'est bien aussi de penser à ces assurances-là. Donc, on va entrer un petit peu dans les détails. Ça concerne l'assurance auto, l'assurance familiale, mais aussi, bizarrement, l'assurance incendie et aussi la mutuelle. Pas oublier la mutuelle. Donc, il faut bien penser à tout et vérifier que tout est encore bien actif. Alors, on va tenter d'utiliser des exemples très concrets. Imaginons, je tombe malade pendant mon voyage. Quelles sont les assurances qui, à ce moment-là, sont utiles ? Alors, si on voyage en Europe, le premier réflexe, c'est la mutuelle. Parce que si on est en ordre de mutuelle, ce qu'à peu près tout le monde est quand même en Belgique, on peut demander à sa mutuelle une carte européenne d'assurance maladie qui atteste en quelque sorte qu'on est en ordre de mutuelle en Belgique, et ça permet de bénéficier de la couverture d'assurance maladie partout en Europe, aux conditions du pays dans lequel on se trouve. Donc, ce ne sont pas forcément les conditions belges, mais on bénéficiera quand même d'une certaine couverture. Essentiellement, ça intervient pour les soins médicaux imprévus, quand on est à l'étranger, pas pour les... Bon, si on décide d'aller à Budapest pour se faire mettre des implants dentaires, parce que c'est nettement moins cher qu'en Belgique, ça ne va pas intervenir. D'accord. Par contre, si on a une rage de dents pendant un voyage en Hongrie et qu'il faut se faire arracher une dent, ça c'est imprévu. À ce moment-là, ça couvrira les frais, les soins médicaux. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe si je tombe malade avant de partir ? Alors, avant de partir, donc, je vais quand même terminer d'abord pour si je tombe malade pendant mes vacances, parce que j'ai parlé de l'Europe, mais il y a aussi le reste du monde. Oui, c'est vrai. Alors, la carte européenne d'assurance maladie interviendra en Europe, mais en dehors de l'Europe, il faut, pour faire couvrir ces frais médicaux, il faut prendre une assurance assistance voyage, assistance aux personnes. Et c'est une assurance qui est intéressante, donc, en dehors de l'Europe, mais aussi en Europe pour des cas plus graves. Donc, si une hospitalisation de longue durée, cette assurance va intervenir. Aussi, si on doit être rapatrié pour être soigné en Belgique. Si la famille qui est avec toi en voyage veut rester un peu plus longtemps parce que toi, tu es hospitalisé, elle prend en charge des frais de séjour prolongés. Cette assurance peut aussi intervenir pour des frais de sauvetage. Bon, alors... Évidemment, tout ça couvre des situations un peu critiques, mais enfin, ça arrive. Et c'est donc, la règle du parapluie. Quand on a un parapluie, on n'en a pas besoin. C'est toujours ça. Ah oui. Les assurances, c'est quelque chose qu'il faut absolument souscrire en espérant n'en avoir jamais besoin. Bien sûr. Mais bon, ici, l'assurance assistance peut aussi couvrir donc les frais de sauvetage si on doit être élitreillé quelque part parce qu'on est tombé dans une crevasse ou que sais-je. C'est cette assurance qui intervient. Alors... elle intervient aussi, et surtout, dans des pays comme les États-Unis, où les frais médicaux peuvent, si on en a vraiment besoin, ça peut vraiment coûter très, très cher. Et donc là, c'est indispensable d'avoir une assurance assistance. Et il ne faut pas non plus perdre de vue que certains pays exigent des étrangers qui entrent dans le pays qu'ils aient la preuve qu'ils ont une assurance soins de santé. D'accord. Et à ce moment-là, il faut demander à son assureur assistance de fournir cette attestation avant de partir, évidemment.
Et voilà, comme ça, on peut fournir la preuve. Oui. Personnellement, on ne me l'a jamais demandé, mais voilà, c'est toujours bien de l'avoir avec soi. D'accord. Et donc, je suppose que là, dans ce cas-là, Testacha le conseille vivement de prendre cette assurance. Oui. Donc, la carte européenne de la mutuelle, ça, de toute façon, on conseille de la demander, hein, bien sûr. Mais pour les voyages hors Europe et même en Europe, l'assurance assistance aux personnes, c'est quand même, à conseiller. C'est quand même à conseiller. Oui. Ok. Alors, je repose ma question que j'avais posée trop tôt. Ça, c'est pour tout ce qui peut nous arriver pendant qu'on est en vacances. Qu'est-ce qui se passe si je tombe malade ou je me blesse avant les vacances, de manière à rendre mon voyage impossible? Voilà, alors si on ne peut pas partir, mais évidemment, au moment où l'accident arrive ou si on tombe malade, c'est pas à ce moment-là qu'il faut demander cette assurance, il fallait y penser avant. Mais si on y a pensé avant... C'est le principe des assurances, malheureusement. Ah oui, il faut toujours y penser avant. Une fois que finalement, je voulais quand même un parapluie. Une fois que l'accident est arrivé, c'est trop tard. Donc, si on doit annuler son voyage, on peut penser à l'assurance annulation, qui est souvent une option de l'assurance assistance. Et cette assurance-là interviendra si on doit annuler son voyage parce qu'on est tombé malade, parce qu'on a eu un accident, parce qu'un membre de la famille, il y a un décès dans la famille proche, et encore d'autres situations. Ça dépend un peu des assurances, mais ça peut même couvrir la deuxième session du petit dernier, ça peut couvrir... Un dommage grave dans sa maison, il y a eu un incendie ou une un arbre est inondation, tombé sur le toit, quelque chose comme ça, des situations graves, une perte d'emploi. Donc dans tout ce genre de situation, l'assurance annulation peut intervenir. Alors à ce sujet, je voudrais quand même encore donner une petite précision. Ça s'appelle assurance annulation, mais ça couvre les cas où c'est toi qui dois annuler ton voyage. Ça ne couvre pas les situations où la compagnie aérienne décide d'annuler un vol, où l'agence de voyage ne peut pas assurer tel ou tel voyage et annule le voyage. Ça n'intervient pas dans ces situations-là. Mais là, alors c'est le professionnel, disons, qui doit te prêter assistance. D'accord, ok. Bon, alors, on continue alors avec un autre cas pratique. Imaginons, je pars en vacances en voiture. Oui. Je dois faire attention à quoi ? Alors, en voiture, il y a déjà une bonne nouvelle, c'est que tout le monde a en Belgique une assurance RC Auto, puisqu'elle est obligatoire, et c'est une assurance qui intervient partout en Europe. Donc, si tu provoques un accident, si tu es en tort, si tu provoques un accident, où que ce soit en Europe, tu seras couverte par ton assurance RC Auto. Et il faut penser à emporter en voyage. De toute façon, c'est un document qu'on doit obligatoirement avoir avec soi dans la voiture. C'est la carte verte, le certificat international d'assurance. Parce que on va peut-être avoir besoin de prouver qu'on est bel et bien assuré. D'accord. Donc l'assurance auto intervient si on provoque un accident. Si on tombe en panne avec sa voiture, là, c'est pas l'assurance auto qui intervient, mais on peut penser à prendre une assurance assistance au véhicule cette fois-ci. Et donc c'est souvent aussi, on prend les deux assistances en même temps, l'assistance aux personnes et l'assistance au véhicule, mais ça peut aussi être souscrit indépendamment l'un de l'autre. Et cette assurance-là va intervenir si la voiture a besoin d'être dépannée, si le dépannage ne peut pas avoir lieu sur place, elle sera remorquée, donc aux frais de l'assureur. Cette assurance peut prendre en compte le rapatriement de la voiture, si elle ne peut pas être réparée, ou le rapatriement de la famille, ou elle peut aussi fournir un véhicule de remplacement pour que tu puisses continuer ton voyage. Oui, quand même. Donc ça aussi, c'est une assurance qu'on conseille. Et de toute façon, beaucoup de gens ont aussi ce type d'assurance en Belgique. On pense, j'ai un pneu crevé sur l'autoroute et j'arrive pas à le changer moi-même. Donc beaucoup de gens ont aussi une assurance assistance pour la Belgique. Alors il faut bien vérifier que vous avez l'assistance en Europe, parce qu'il y a différents types de contrats et on peut aussi souscrire uniquement pour la Belgique. Mais donc il faut prendre... L'ouvrir à l'Europe. Oui. Ok. Alors, imaginons maintenant, autre situation très désagréable. Je suis à l'étranger et je suis victime d'un vol. Oui. Que puis-je faire ? À part aller à la police au plus vite pour le signaler, j'imagine. Ça, de toute façon, mais la police ne va rien rembourser. Malheureusement, non, malheureusement, non. Mais c'est vrai qu'une démarche préalable sera presque toujours d'aller porter plainte à la police. Eh bien, on ne le sait peut-être pas, mais si on a, et beaucoup de gens l'ont aussi, une assurance habitation,
assurance incendie, et qu'on a souscrit le volet vol, parce que ça, c'est une option, hein, c'est pas obligatoire dans l'assurance incendie, mais si on a l'option vol, cette assurance interviendra aussi si on est victime d'un vol à l'étranger. Ah oui. Alors, pour un vol dans le logement de vacances ou l'hôtel, il faut que ce soit un vol avec effraction. Et sinon, un vol avec violence, mais donc un vol à la tire, c'est un vol avec violence. Et dans ce cas-là, c'est l'assurance habitation, bizarrement, qui va indemniser le préjudice. On peut aussi penser prendre une assurance bagage. Cette assurance bagage, comme l'assurance annulation, c'est souvent une option de l'assurance assistance. Mais c'est moyennement intéressant, disons, l'assurance bagage, parce qu'elle couvre le vol, mais il est déjà couvert par l'assurance habitation. Si on l'a. Le vol et le dommage au bagage. Dans le dommage au bagage, ne seront jamais couverts les dommages aux appareils photo, smartphones, enfin tout ce qui est appareil électronique. Ça n'est couvert que pour le vol. Et il faut aussi se rendre compte que si on part en avion et que les bagages sont égarés par la compagnie aérienne, elle devra aussi les indemniser. Donc l'assurance bagage, elle est peut-être un petit peu moins utile. Elle est un peu moins utile. D'accord. Ok. Donc voilà pour les vols. C'est un labyrinthe, hein, j'ai l'impression que... Ah oui, ça part dans tous les sens. Et en plus, j'imagine qu'il y a certaines assurances qui proposent différents aspects, donc il faut encore faire attention de ne pas avoir des doubles ou des triples couvertures inutiles. Ah, absolument. C'est le cas un petit peu pour les bagages. Mais oui. Et il faut aussi... Alors ça, c'est de manière plus générale, toujours vérifier les plafonds d'indemnisation, parce que même si c'est couvert, il peut y avoir des limites, et il y a aussi souvent des exclusions dans les assurances. Donc, mais bon, ça, on ne peut pas prévoir. Non, effectivement. Bon, alors, revenons à un autre exemple pratique. Imaginons, je suis à la plage avec mes enfants, et ils causent un dommage, genre, je ne sais pas, bon, ils sautent dans un ballon qui arrive et qui casse les lunettes de la dame juste à côté. Voilà. Oui, j'ai de l'imagination. C'est l'exemple classique. Voilà, ou je roule à vélo sur la digue et je renverse quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quel est le type d'assurance qui couvre? Ce n'est pas non plus une assurance spécifique au voyage, mais c'est l'assurance familiale, tout simplement, qui couvre la responsabilité civile du souscripteur, mais aussi de ses enfants, et qui couvre cette responsabilité, pas seulement en Belgique, mais aussi à l'étranger. Donc si on est responsable d'un dommage à autrui, quel qu'il soit, quel que soit le type de dommage, à l'étranger, c'est l'assurance familiale qui interviendra. D'accord. Donc, c'est bon à savoir, disons. Donc là, il n'y a rien de spécial à prendre en plus, on l'a déjà. Il faut juste être au courant. Voilà, il faut savoir qu'on l'a et que ça couvre. Bon, on a un peu fait le tour des cas pratiques et des possibilités. Est-ce qu'il y a d'autres conseils? Parce qu'encore, évidemment, la liste des situations possibles, elle est aussi longue que... Oui. que la liste des vacanciers. C'est plus qu'on ne pourrait d'ailleurs imaginer. Mais deux petits conseils qu'on peut encore donner, c'est si on est une famille recomposée, il faut veiller à bien vérifier qui est couvert par son assurance. Parce que, par exemple, pour une assurance assistance, seront couverts la personne assurée, mais aussi les membres de son ménage, donc les personnes domiciliées à la même adresse, et ou ses enfants, qui ne sont pas forcément domiciliés à la même adresse. Mais en cas de famille recomposée, d'un modèle un peu plus complexe, je dirais. Il y en a de plus en plus. Il y en a beaucoup et aussi les possibilités sont infinies. Il faut vérifier parce que tout le monde n'est pas forcément assuré, donc il faut aussi... et ce serait quand même bête de laisser le petit dernier sur la plage alors que tout le monde est rapatrié. Quelque chose comme ça. Voilà. Quelque chose comme ça. Je pense qu'il trouverait ça rigolo, mais 5 minutes seulement. Oui, je pense aussi. Et alors, un dernier petit conseil, si vous envisagez une assurance assistance, ou une assurance annulation, et que vous voulez la prendre pour un voyage bien précis. Donc, imaginons une famille de 5 personnes qui va partir à l'autre bout du monde, un voyage de 20 000 €. Ça peut valoir la peine de prendre une assurance annulation et ou une assurance assistance. Il faut peut-être envisager de prendre une assurance annuelle, parce que ce type d'assurance existe en version annuelle, qui sont souvent moins chers, enfin pas souvent, mais qui peuvent être moins chers qu'une assurance ponctuelle prise pour un seul voyage. Ah oui. Parce que si c'est pris pour un seul voyage, ça peut être un pourcentage du prix du voyage et ça peut être plus cher, bizarrement, qu'une assurance annuelle. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas oublier de l'annuler alors avant l'échéance. voilà.
Ok, merci pour tous ces conseils. J'imagine qu'on peut tout retrouver sur le site des tests achats, mais d'après ce que tu me disais avant l'enregistrement, c'est dans des dossiers différents en fonction des thématiques. Oui, on n'a pas un dossier avec les vacances et les assurances. Et tous les cas possibles. Non, ça on n'a pas encore fait. C'est sans doute parce qu'il y aurait trop de cas possibles. Oui. Mais on a beaucoup d'informations sur les assurances et d'ailleurs sur les voyages à différents endroits de notre site. Oui, certainement. Voilà. Comme d'habitude, on vous invite à y faire un tour et surtout, on vous souhaite d'avoir de bonnes vacances et que vous puissiez rentrer à la maison après en vous disant finalement, j'en ai pas eu besoin. Mais c'est la meilleure solution. Hypothèse possible. Voilà. Bien Merci sûr. beaucoup, France. À bientôt. Merci, au revoir. Il nous reste un sujet à aborder et pour ce sujet, on va encore croiser les doigts en espérant qu'il y aura du bon temps pour en profiter. C'est Christophe Meurice qui est coordinateur des tests produits qui me rejoint. Bonjour Christophe. Bonjour Stéphanie. Tu peux redresser, regarde, voilà, comme ceci. Je pense que comme ça c'est bon. Est-ce que l'équipe technique me dit que ça va ou il faut remonter encore un peu ? Ou alors tu plies un tout petit peu les genoux et tu restes en squat pendant toute l'interview. Qu'est-ce que tu en dis ? J'ai une voix qui porte fort. Tu as une voix qui porte. Écoute, ça devrait aller. Alors avec toi, on va parler barbecue. C'est la saison. On espère que la saison est vraiment à nos portes. Et on va pas parler de ce qu'on va mettre sur la grille, mais on va parler de l'appareil, du barbecue en soi. Comment choisir le meilleur barbecue ? Qu'est-ce que toi tu en dis ? Gaz, charbon de bois, c'est quoi les inconvénients ou les avantages des uns et des autres ? Je t'en prie, ouvre le bal. Évidemment, le choix est toujours celui du consommateur. Certains préféreront le charbon de bois, d'autres le gaz. Généralement, le consommateur qui est vraiment attiré par le goût de la viande fumée va naturellement aller vers le charbon de bois. C'est aussi un appareil qui est plus compact, qui est plus facile à transporter, à bouger et qui est moins cher. Donc ça, c'est vraiment un des gros avantages généralement des barbecues au charbon de bois. Quand on choisit le gaz, là on choisit plutôt une facilité d'arriver à température. C'est très facile puisqu'il suffit d'allumer le gaz et directement on arrive à la bonne température. Et puis le gaz, c'est aussi plus facile à couper, donc le refroidissement se fait instantanément. Et on peut avoir une facilité de nettoyage aussi avec le barbecue au gaz. Donc chacun a ses avantages et ses inconvénients. Mais on n'a pas le petit goût fumé de la braise, évidemment. Alors, toi, tu es donc responsable coordination des tests. Est-ce que tu peux nous dire combien de barbecues ont été testés et selon quels critères ? Alors, on a testé 33 barbecues, 17 au charbon de bois, 16 barbecues au gaz. Et les principaux critères, c'est évidemment la qualité de fabrication, la facilité de montage, d'assemblage, puis évidemment les performances de cuisson, ça c'est très important. Mais j'aimerais quand même assister à tous ces tests. Vous avez testé tous les barbecues, donc vous avez dû à chaque fois inviter des amis. On a cuisiné sur tous les barbecues. Et manger. Et puis il faut manger. Et évidemment, on teste aussi la stabilité, la transportabilité, la sécurité et tout ce qui concerne le nettoyage après l'utilisation. D'accord. Voilà, ça c'est pour les principaux critères de test. D'accord. Alors, tu parlais dans les tests justement de la sécurité. Est-ce qu'il y a des conseils sécurité qu'on peut donner, quel que soit le barbecue qu'on utilise ? Alors, quel que soit le modèle, il faut choisir un modèle plutôt robuste et bien stable. Et quand on l'installe aussi, veiller à un emplacement qui soit particulièrement stable. Je dirais ensuite, il faut toujours rester présent et proche du barbecue, ne jamais le laisser sans surveillance. Spécifiquement, quand on a des enfants aussi, éviter que les enfants tournent autour et viennent jouer autour du barbecue. Et alors, une erreur qui est parfois commise, c'est qu'on veut déplacer le barbecue alors qu'il est déjà allumé. Et ça, il faut vraiment éviter. Très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée. Et il y a, j'imagine, dans le banc de test que vous avez fait avec l'équipe de Test Achat, qu'est-ce qu'il faut compter comme budget pour avoir un bon barbecue ? Alors, comme je le disais, les barbecues au charbon de bois sont globalement moins chers, mais on peut déjà trouver un mètre achat en dessous de 100 €. Si on veut le meilleur du test, là on est proche des 500 € pour le charbon de bois. Et pour les barbecues au gaz, on est plutôt entre 250 et 600 €. D'accord. Voilà. Donc ça reste, je dirais, 250 €. On a un mètre achat qu'on peut retrouver sur notre site dans le comparateur. Et si on veut vraiment le top du top, là, il faut mettre un peu plus. Un peu plus, ok. Mais
Est-ce que tous les barbecues que vous avez testés ont été de bonne qualité? Est-ce qu'ils ont tous répondu, ils ont tous coché les cases de tous les critères? Non, et c'est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, dans les 33 barbecues qu'on a testés, 4 barbecues au charbon de bois n'ont pas eu la moyenne, donc sont soit pas stables du tout, soit ont vraiment des défauts majeurs qui font que ces barbecues sont carrément à déconseiller. Dans les barbecues au gaz, on a eu un exemplaire comme ça qui est à déconseiller et donc qu'on peut retrouver sur notre comparateur. Ok, donc encore une fois, rendez-vous sur le site de Testachat, c'est là que vous aurez tous les détails. Bon, mais écoute, je pense qu'on a maintenant fait un petit peu un tour d'horizon des appareils. Est-ce que toi, tu as, je t'imagine comme le spécialiste du barbecue, est-ce que tu as des conseils à donner pour avoir la meilleure braise, la meilleure cuisson, pour profiter un maximum de son barbecue une fois qu'on a choisi le modèle qui nous convenait? Voilà, je ne suis pas le spécialiste de barbecue, mais j'ai bien retenu ce que mon collègue Wim, qui lui a testé sur le terrain les barbecues, nous a dit. Et effectivement, un petit conseil que l'on peut donner, c'est de bien prendre son temps, de bien se préparer. C'est pas quelque chose qu'on improvise à la dernière minute, un barbecue. Surtout que voilà, ce sont des appareils qui sont quand même dangereux quelque part. Hein. Il y a un danger. Donc il faut bien préparer tout l'environnement, bien préparer ses sauces, ses plats annexes, etc. Et puis sortir sa viande du frigo ou du congélateur suffisamment longtemps à l'avance. Ça, certaines personnes sortent la viande au dernier moment, c'est pas bon pour la cuisson. Il faut la mettre à température ambiante. Voilà. Et puis dans le choix du barbecue, évidemment, on peut prendre des barbecues qui ont la possibilité d'avoir un deuxième brûleur. Si on prend un barbecue au gaz, ça permet de réchauffer les sauces ou de cuire des pommes de terre, etc. Et puis, veiller peut-être un barbecue qui a la possibilité d'accrocher des accessoires pour pouvoir mettre sa pince, ses maniques, etc. Qu'on ait toujours tout ça à portée de main. Ok, voilà. Bon à savoir. Alors, une dernière question. Est-ce qu'il y a moyen de se faire inviter au prochain test des barbecues pour pouvoir goûter le résultat? Il y a beaucoup d'amateurs, donc on va ouvrir une liste et puis on fera un tirage au sort. Ok, voilà. Mais je note l'idée. On en reparlera après, à la fin de l'émission. Mais merci beaucoup en tout cas d'être venu en parler, Christophe. Merci. Et à très bientôt. À la prochaine. À la prochaine. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission d'aujourd'hui. En conclusion, pas mal de thématiques ont été abordées. J'espère que vous y verrez maintenant un peu plus clair sur les compléments alimentaires grâce à Véronique Demierbe. J'espère aussi que vous serez attentive aux demandes et revendications de Testachat dont Julie est venue nous parler auprès du gouvernement. Nicolas Claes nous a parlé de ces fameux 22 milliards de bons d'État et que peut-on faire pour les réinvestir? Que va-t-il se passer en septembre pour ceux et celles qui ont pu en acheter à l'époque? Eh bien, j'espère que ça vous aura donné des idées. Et puis pour les autres, peut-être que ça vous a motivé à en acheter. On aura parlé vacances et assurances avec France Kowalski et avec Christophe Meurice. On aura, j'espère, pu choisir le meilleur barbecue, en tout cas celui qui vous conviendra le mieux. Voilà encore une fois un agenda qui était bien rempli avec des thématiques dans toutes les directions. J'espère que ça vous aura intéressé une fois de plus. S'il y a des sujets que vous avez envie qu'on aborde, n'hésitez pas, envoyez-nous un petit message via tous les canaux de communication que Testachat a. Vous savez qu'on en a plein, on est partout. Et puis, si vous avez des questions complémentaires par rapport aux thématiques abordées aujourd'hui, pareil, il suffit de nous envoyer un petit message. De nouveaux experts, de nouvelles rencontres, de nouveaux thèmes dans une prochaine émission. On se reverra à ce moment-là. Et d'ici là, faites de bons choix.